à tout le monde et bienvenue à cette conférence qui ouvre notre année 2014. Nous sommes au milieu de l'année et sans tarder, avant de donner la parole à mademoiselle Bintou Oumar Diallo, qui est ici à ma gauche, je commence par vous exprimer mes vœux de paix, de joie pour cette nouvelle année 2014, mais en même temps, vous inviter à partager ma joie, notre fierté. Après 7 ans de travail acharné, je crois que notre centre a atteint une vitesse de croisière dans la publication des savoirs qui sont à la fois libérateurs, émancipateurs, donc, et aussi thérapeutiques pour les communautés africaines d'Afrique et de diaspora. Aujourd'hui, nous allons bien sûr lancer officiellement notre revue qui a comme titre « Leadership féminin et action politique », le cas des communautés africaines du Canada. En lançant la revue, les événements, l'actualité récente en Afrique montrent la justesse et, je peux dire un peu, une certaine ingéniosité de notre vision. En Centrafrique, on a élu une femme pour faire le consensus entre les bandes qui étaient en train et qui sont encore en train de s'entretuer. Je crois et nous croyons, nous sommes convaincus que les femmes africaines peuvent et sont en train de faire une différence, aussi bien dans le continent qu'ici dans le diaspora. Alors, pour meubler ce lancement de la revue, j'ai l'honneur ici d'accueillir mademoiselle Bintou Oumar Diallo, qui nous a fait l'honneur de venir nous entretenir sur une conférence dont le thème est « La présence sino-indienne en Afrique est-elle une nouvelle forme de néocolonialisme ?» Alors, rapidement, je présente Bintou. Elle est étudiante en maîtrise à l'université de Sherbrooke à Longueuil. Son vif intérêt pour son cher continent africain l'a poussée à choisir des champs de recherche qui se rapportent notamment sur la politique africaine et surtout ses relations avec les nouveaux pays émergents, à l'instar de la Chine et de l'Inde, qui sont très omniprésents en Afrique, comme vous le savez. Donc son objectif est de comparer le type de coopération que la Chine et l'Inde entretiennent avec l'Afrique, tout en essayant de ressortir des éléments clés pouvant être une opportunité pour le décollage économique de l'Afrique. En dehors de ses recherches académiques, j'ai déjà été témoin à Montréal. Elle est très impliquée dans la communauté de femmes, mais aussi la communauté africaine de Montréal. La photo ici, ce sont des femmes africaines à Montréal, et même le t-shirt qu'elle porte, c'est elle-même qui l'a décoré. Oui, Kadi, qui est l'une des panélistes ici, était ici l'année passée et collabore avec Bintou. Et j'ai déjà assisté à Montréal dans une activité où c'est elle qui coordonnait. Donc, elle est active dans des causes sociétales comme le GRILA, qui est aussi un groupe de recherche et d'initiative pour la libération d'Afrique avec Aziz Fall, que nous connaissons pour son implication ici à Montréal, mais aussi à Ottawa, dans le milieu universitaire, sur une certaine praxis de libération. Il est connu, Aziz Fall. Et puis dans le réseau international des femmes pour la démocratie et la paix visant à promouvoir la justice sociale et tant d'autres. Donc, sans plus tarder, je te remercie, Bintou, pour avoir accepté de venir de Montréal avec tes frères pour honorer. Permettez-moi de dire que je crois qu'il y a une fierté, une joie, une jubilation intérieure de voir qu'il y a une prise de conscience dans l'urgence des diasporas africaines à produire elles-mêmes des savoirs, pas seulement ici, mais avec la mondialisation, ces savoirs doivent être disséminés dans nos pays où nous savons la faiblesse des livres, des bibliothèques, des universités. Vous voyez? Donc nous donnons notre part dans cette tâche de reconstruction de la Renaissance africaine, et nous devons le faire avec une certaine fierté, sans complexe ni d'infériorité ni de supériorité, mais avec conviction. Et je crois que vous, les femmes africaines, vous êtes en train de faire une différence, et votre présence ici, ta présence ici, Bintou, le prouve. Alors, sans plus tarder, sous vos applaudissements, nous allons accueillir Bintou Diallo qui va nous parler de ce qu'elle pense sur la Chine et l'Inde en Afrique. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier Benoît de m'avoir donné l'opportunité d'être là aujourd'hui parmi vous. Et puis, merci encore pour tout ce que tu fais à travers Cercle Cadre, de permettre à la diaspora africaine intellectuelle de pouvoir s'exprimer et de promouvoir de nouveaux idéaux, de pouvoir permettre à notre cher continent Afrique de sortir de l'obscurité là où nous sommes, économiquement, en grosso modo.
Et le thème de ma conférence porte aujourd'hui sur la présence sino-indienne en Afrique. Pourquoi je l'ai choisi? J'ai fait ma recherche de mémoire sur cette présence-là en Afrique et j'ai fait une analyse comparative. Et on s'est rendu compte que depuis quelques années, nous assistons à une importante présence des Chinois et des Indiens en Afrique. Et cette nouvelle tournure des relations internationales, comme on parlait anciennement des relations entre les pays du Sud et les pays du Nord, à savoir les pays occidentaux et les pays d'Afrique, mais depuis quelques années, on parle plus des relations entre les pays Sud-Sud, à travers les BRICS, à travers comme l'Asie, Afrique, Amérique latine, Afrique, et ainsi de suite. Et cette nouvelle relation, ça soulève des débats passionnants dans les milieux intellectuels, comme étant donné que la Chine et l'Inde sont deux pays qui ont été victimes de l'impérialisme européen, du colonialisme et de l'oppression en grosso modo. Donc, ils ont des points en commun avec le continent africain. Et on se rend compte que depuis les années 90, bien avant même, la Chine et l'Inde veulent attraper le retard économique. Et pour ce faire, ils ont ouvert leur marché vers d'autres continents et plus particulièrement à travers le continent africain, là où ils sont présents actuellement. Et donc, elle essaie de se développer économiquement, grosso modo. Et il y a une réaction comme vis-à-vis de cette présence-là, que les Occidentaux manifestent. On voit qu'en 2008, il y avait comme des auteurs français qui avaient publié un livre en 2008, juste après le premier forum Chine-Afrique. Et dans la première page de la couverture, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, pour expliquer ça, il y avait comme un Africain qui tenait un parapluie à un Asiatique, un Chinois plus particulièrement. D'habitude, on est plus habitué à voir un Africain qui sert à un Blanc ou un Occidental, mais maintenant on voit que l'homme blanc a tendance à perdre même le profil qu'il avait vis-à-vis aux Chinois, et ça ne les plaît guère, ils n'aiment pas du tout cela. Et selon les pays d'Afrique, les pays d'Afrique se sentaient tellement menacés ou pris au piège par la puissance occidentale, et là, pour eux, la présence chinoise et indienne est une sorte de soulagement, une porte de sortie. Pour certains dirigeants, cette nouvelle relation est une opportunité pour les pays d'Afrique de se débarrasser de la Banque mondiale ou des FMI ou bien de donner des leçons tout simplement. Et la politique économique des Occidentaux est basée sur un certain discours comme moralisateur et paternaliste, sur un discours que je ne te donne rien du tout si tu ne te comportes pas comme je le voudrais ou tu ne fais pas ce que je te demande de faire. Donc une forme de colonialisme tout simplement qu'on appelle encore néocolonialisme. D'ailleurs, il y avait comme l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, qui publiait dans une édition de Jeune Afrique, là où il disait que pour emprunter de l'argent à la Banque mondiale, ça prenait des années et des années. Tandis qu'avec les Chinois, ça ne prenait que quelques mois pour avoir un prêt dont on paie les intérêts effectivement. Donc pour eux, cette présence sino-indienne en Afrique, c'est juste une opportunité économique pour les pays d'Afrique. Et pour comprendre les raisons de la présence sino-indienne en Afrique, nous nous posons deux principales questions. La première porte sur la présence sino-indienne en Afrique. Est-elle une nouvelle forme de néocolonialisme? Et la deuxième, c'est est-ce que la présence sino-indienne en Afrique peut-elle être une opportunité pour le décollage économique pour les pays d'Afrique? Et nous soutenons l'hypothèse que la présence des Chinois et des Indiens en Afrique peut être un atout pour le développement économique de l'Afrique et que leur politique demeure une forme d'exploitation passive. Pourquoi j'utilise le mot exploitation passive? Je n'ai pas envie tout simplement de dire néocolonialisme. Et cet exposé vise à analyser le type de relations qu'entretiennent la Chine et l'Inde avec le continent africain. Pour ce faire, nous mettrons l'accent sur la politique stratégique, économique et énergétique en fait de mieux saisir leurs intérêts en Afrique. Si le temps nous le permet, bien sûr, on va répartir notre conférence en 3 parties. La première partie, ça va être la relation entre l'Afrique et la Chine. La deuxième partie, l'Afrique et l'Inde. Et si le temps nous le permet, on fera une étude de cas, le cas du Sénégal. Et si on a plus de temps encore, celui du Niger. Pourquoi je choisis ces deux pays-là? Le Sénégal, c'est un pays qui n'a pratiquement pas du tout de matières premières ou de ressources naturelles, tandis que le Niger, c'est un pays qui est rempli de matières premières, tout ce qui est uranium, or, ils en ont pas mal, et puis du pétrole. Juste pour comparer comment est-ce qu'ils se comportent vis-à-vis des pays qui ont des matières premières et des pays qui n'en ont pas du tout. Là, on commence sur la présence sino-indienne en Afrique. Pour certaines personnes, la plupart des gens pensent que les Indiens sont en Afrique bien avant les Chinois, alors que ce n'est pas du tout le cas. Les Chinois se trouvaient en Afrique depuis le XVe siècle, à l'époque de l'amiral chinois Zheng He, qui était un amiral d'origine d'une famille musulmane et qui venait de la province de Yunnan, qui est située juste au sud-ouest de la Chine, à côté de Laos, Myanmar et le Vietnam. Et avec peu de moyens, donc, il était plus facile pour lui de traverser l'océan Indien et d'atteindre les côtes de l'Afrique.
Et d'ailleurs, il a eu à visiter la Somalie, Zanzibar, qui est actuelle Tanzanie depuis 1964, et le Zimbabwe et le Kenya. Cependant, cette relation entre la Chine et l'Afrique n'a pas duré longtemps, faute de moyens ou de ressources, je ne sais pas, mais ça s'est arrêté là. Et ça n'a repris qu'en 1955 avec la conférence de Bandung, dont je vais parler un peu plus tard dans les minutes à venir. Et les relations sino-africaines ont repris une nouvelle ampleur en 1960. Pourquoi en 1960? On savait que la Chine voulait coûte que coûte être reconnue de manière internationale et donc être admise au sein des Conseils des Nations Unies, avoir un siège permanent là-bas. Et pour ce faire, les nouveaux États africains qui venaient d'accéder à leur indépendance pouvaient leur permettre à voter, donc à accéder à ce siège-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver. En 1971, la Chine sera reconnue par les Nations Unies de manière générale, de manière dans tous les pays du monde. Et la plupart des pays qui ont voté ça, on va en parler plus tard, ça va être les pays d'Afrique qui vont permettre à la Chine d'accéder à l'ONU. Et au début des années 2000, nous assistons à une solidification des relations économiques entre la Chine et l'Afrique avec la signature de plusieurs accords économiques avec certains États africains comme le Gabon, l'Algérie, le Sénégal, et ainsi de suite. En 2006, un énorme sommet, c'était en 2006, tantôt je dis 2000, mais c'était en 2006 que le sommet a été organisé pour la première fois sur le sol chinois. Et ce sommet s'intitulait le Forum de coopération Afrique-Chine, qui regroupait une cinquantaine de chefs d'État africains et de gouverneurs, en fait d'officialiser leur amitié, entre guillemets, que je vais dire. Et dans cet exposé, en même temps, nous allons essayer de comprendre si les relations économiques que la Chine entretient avec les États d'Afrique sont une forme de coopération égale à égale ou pas du tout. Pour ce faire, nous tenterons de définir c'est quoi une coopération internationale en une phrase. De manière générale, on entend par coopération internationale les relations, les échanges économiques, politiques, diplomatiques entre États-nations. Cependant, la coopération internationale entre l'État chinois et ceux des pays d'Afrique repose sur le consensus de Pékin, appelé encore le consensus de Pékin, qui a été étudié et proposé par les Chinois eux-mêmes au détriment des Africains, vu que la Chine, au lieu d'informer sa décision provisoire aux États africains, elle les a informés après avoir pris sa décision. Et ce type de coopération renvoie à une forme de coopération entre États dominants et États dominés. Donc, on peut résumer juste que la relation entre l'Afrique et la Chine, ce n'est pas une relation entre égal à égal dans la mesure où ce consensus a été écrit et ratifié par les Chinois et présenté d'abord aux États africains qui l'ont accepté. Certes, les pays africains pouvaient refuter ce consensus-là, dire non, on ne veut pas de ceci, il y a des termes, il y a des éléments qui nous arrangent pas, on veut qu'on les change, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Juste, les États ne voulaient pas retomber une fois de plus entre les mains occidentaux et ils voulaient coûte s'en sortir. Donc, ils disaient que les Chinois sont là, c'est un nouveau départ pour nous autres. Qu'importe le consensus, ça va être mieux que comparé à la politique occidentale. Et donc, de toute manière, ils tombent dans les plus méchants pour moi, vu qu'ils se retrouvent entre les mains d'un État qui prétendent ne pas s'immiscer dans les affaires internes de quelconque pays et de promouvoir l'amitié et le respect mutuel. Une amitié, pour moi, une amitié doit se faire aussi avec la présence d'un ami. Quand tu as besoin de ton ami, il doit être là pour toi. Et ce qui s'est passé en RDC, depuis 1996, on nous parle comme il y a eu plus de 6 millions de morts à date, alors que les 85% du cobalt chinoise viennent de la RDC. Il entretient des relations économiques avec la RDC. De manière militaire, est-ce qu'il a intervenu? Pas de manière significative, on n'en voit pas encore jusqu'à présent. Et le cas récent, c'est le cas de la RDC, actuellement de la Centrafrique, RCA. On sait que depuis que Bozizé s'est rendu au pouvoir en 2003, il a signé pas mal d'accords économiques avec le gouvernement chinois. En 2009 même, il s'est rendu en Chine pour signer des accords. Et les matières premières, les ressources naturelles qui se trouvent en RCA sont contrôlées par des compagnies françaises comme Total, Areva, Bolloré, France Télécom, et c'est eux qui le contrôlent. Et depuis que Bozizé a signé ces contrats en 2009, ça n'a jamais plus les Français. Et d'ailleurs, lui-même, il va le dire dans un... Je ne sais pas si je l'ai noté quelque part, qui disait que... Ouais, dans un communiqué de presse, il disait, je cite, « J'ai été renversé à cause du pétrole. Je donnais le pétrole aux Chinois et c'est devenu un problème. » Maintenant, la RCA elle se trouve dans une situation très critique. Qui est-ce qui intervient? C'est la France. Et on sait que d'une part, ce qui se passe là-bas est engendré par les Français. Et les Chinois dans tout cela, ils se trouvent où? Est-ce qu'ils interviennent de manière monétaire ou diplomatique ou armée? Pas encore à date, à ce que je sache, selon mes dernières recherches.
Et donc, en grosso modo, on peut juste dire que la Chine s'intéresse seulement aux ressources naturelles de ce pays, comme elle l'a bien mentionné dans son consensus de Pékin. La Chine est prête à entretenir des relations économiques avec des pays qui détiennent ce dont on a besoin. Vous avez des matières premières, on est des amis, on travaille ensemble. Vous n'en avez pas, on va essayer de voir si on peut faire une nouvelle politique, essayer de s'arranger, comme le cas du Sénégal d'ailleurs. Donc, de ce fait, elle ne doit pas du tout mettre l'accent sur l'amitié. Moi, je me dirais que c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Quand tu dis que tu es mon ami, pourquoi? Parce que tu as ce dont j'ai besoin, tu es mon ami, tu n'en as pas, tu n'es pas mon ami. Donc, c'est l'hypocrisie. Ce consensus-là reste à revoir. Et juste en mettant l'accent sur le consentement mutuel, justement, je dirais que c'est ce genre de relation que nous appelons, que moi-même j'appelle, exploitation passive au lieu de néocolonialisme, dans la mesure où le néocolonialisme reflète une relation où les pays dominants s'immiscent aux affaires internes d'un État. Et lui existe ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. C'est le cas entre les pays africains avec les pays occidentaux, comme le cas des APE, que l'Union européenne voulait que les pays d'Afrique signent en 2007, et dont pas mal de pays ne peuvent pas signer, et vont refuser cela. Et là, nous allons mettre l'accent sur la relation stratégique que la Chine entretient avec les États d'Afrique. La présence chinoise en Afrique avait commencé par une politique diplomatique et idéologique. La Chine voulait élargir dans un premier temps son influence politique de manière internationale afin d'avoir une reconnaissance diplomatique, on l'avait tantôt mentionné, dans le but d'adhérer ou être reconnu par les Nations Unies. Et comme il y avait une revue sur la Jeune Afrique qui disait que le débat pour que la Chine puisse adhérer aux Nations Unies, le débat a duré pendant 6 jours et la résolution pour la nomination chinoise fut adoptée par 76 voix contre 35 voix et 17 abstentions. Et selon le Jeune Afrique toujours, l'Afrique fut celle qui a émis le plus de votes favorables à l'admission de la Chine populaire avec 26 voix, suivie des pays européens. Je ne sais pas de combien de voix. Et la relation entre la Chine et l'Afrique était dominée dans les années 60 par une sorte de solidarité entre États sud. Et selon l'historien et sociologue Laurent Delcourt, les ressources de la première poussée chinoise en Afrique relevaient d'une considération idéologique que d'intérêt économique. Donc il y avait plus de considération idéologique vu que nous sommes un pays du tiers-monde, on a été victime de l'oppression occidentale. Vous aussi, donc il y a une forme de solidarité entre États sud-sud. En effet, la conférence de Bandung, dont la Chine avait participé, qui avait secondé d'ailleurs Nehru, le président à l'époque de l'Inde, poussait au gouvernement chinois de se faire comme mission d'aider financièrement les pays d'Afrique au nom de la solidarité entre pays du Sud, ayant connu le colonialisme, l'invasion occidentale. Avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, tout cela va changer dans la mesure où Deng Xiaoping va mettre en place une politique économique et son but, ça va être comment faire à ce que la Chine puisse se décoloniser de manière économique. Donc la Chine ne peut pas continuer à aider les pays d'Afrique. La Chine doit se recroqueviller sur elle-même. Et la Chine donc, va changer complètement d'orientation et de vision. Et la Chine était plus occupée par ses intérêts économiques, ce qu'on va voir d'ailleurs. Et comme le définit bien le courant réaliste, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est en ce moment que l'oppression chinoise en Afrique va entrer en vigueur. Et cette relation entre la Chine et l'Afrique prit un nouveau tournant, et là où chacun cherchait à maximiser son gain au détriment de l'autre État. Et l'Afrique, la plupart du temps, qui est le continent qui perd jusqu'à présent à date dans cette relation-là. Et il serait important aussi de mentionner que le gouvernement chinois cherche à contrecarrer, comme le fait que les Chinois maintiennent aussi le continent africain, ce n'est pas seulement au nom des matières premières, des ressources naturelles, mais aussi c'est de vouloir contrecarrer le gouvernement indien, de ne pas avoir accès à l'ONU, et aussi le Japon pareillement. Là, nous allons entrer dans les relations économiques et énergétiques que la Chine entretient avec les pays d'Afrique. Et les Chinois, ils ont un avantage au détriment des Occidentaux. C'est le fait que leur évasion en Afrique, j'appelle ça évasion, ou leur présence énorme en Afrique, porte sur le consensus de Pékin qui disent que nous, on ne s'immisce pas du tout dans la politique d'un État donné. Nous, nos principes, c'est la non-ingérence. Tandis que les pays occidentaux, pour prêter de l'argent, ou leur politique en Afrique se base sur quoi? Sur le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance
ainsi de suite. Aussi, la plupart du temps, il faut que le président en place soit là pour défendre nos intérêts, nous autres occidentaux. Les Chinois, que tu sois un régime dictatorial ou non, tu as des matières premières, des ressources naturelles, on est avec toi, on est des amis, on échange économiquement. Donc, ils ont plus d'avantages comparé aux occidentaux. Et puis, selon l'intelligence économique aussi, les 30% des importations totales pétrolières chinoises proviennent de l'Afrique. Donc, 30%, c'est pas peu. Et depuis 2000, la Chine a signé plusieurs accords économiques avec beaucoup de pays africains. D'ailleurs, leurs échanges économiques se sont multipliés par 8 depuis 2000. Depuis 2000, ça s'est multiplié par 8 pour atteindre plus de 100 milliards de dollars. Ça, c'est en 2008. Là, on est en 2014. Et le ministère des hydrocarbures gabonais avait conclu un accord en 2005 avec une compagnie chinoise, Sinopec, qui est présente dans pas mal de pays d'Afrique, lui permettant ainsi d'exploiter des gisements offshore. Et au Gabon, c'était contrôlé par qui? Par la plupart par les Français. On disait tout le temps la France-Afrique en mettant une photo de Omar Bongo. Maintenant, les Chinois prennent les devances en France, contrairement aux Français. En 2006, c'est la Guinée équatoriale qui va conclure avec leur filiale, avec une filière chinoise qu'on appelle Senop, des contrats d'exploitation des matières premières et des ressources naturelles. Et au Soudan aussi, c'est ça qui est drôle, comme on voit que le président chinois, c'était Hu Jintao, ouais. Hu Jintao, donc lui, il a pas mal encouragé le Soudan du Sud, Omar el-Bashir. Au moment où l'Occident combattait Omar el-Bashir, lui, il était là pour l'encourager. Pourquoi? Parce que le Darfour est rempli de pétrole et de matières premières. Ils sont en train de construire un pont pour pouvoir relier le Darfour vers l'océan Indien pour pouvoir importer pas mal de matières premières et de ressources naturelles. Et en 2009, les 40% des exportations de minerais de l'Afrique subsaharienne, on exclut l'Afrique du Nord comme les pays maghrébiens, étaient destinées vers la Chine. La Chine est devenue un des plus grands partenaires économiques de l'Afrique subsaharienne. Et elle importe 4 fois plus de minerais que l'Union européenne en 2010. Et en 2000, il faut mentionner que la Chine importait 2 fois moins de minerais que l'Union européenne. Maintenant, en 2010, ils exportent 4 fois plus que ces derniers. Et on retrouve 4 grandes entreprises pétrolières chinoises en Afrique subsaharienne, dont le Sinopec, qu'on retrouve en Angola et au Cameroun, le CNPC au Niger, en Angola et au Tchad, le Senok en Ouganda et au Nigeria, et le Danking, je lis mal, au Madagascar. L'avantage que les pays d'Afrique peuvent tirer de cette relation-là, c'est juste le fait qu'ils vont connaître une nouvelle phase de relation différente de celle qu'ils connaissaient avec les pays occidentaux. Donc, ils vont voir un nouvel tournant et avoir des choix est-ce qu'on dit nos accords avec les occidentaux ou avec les Chinois. Donc là, ça peut être le côté avantageux en grosso modo. Et comme je disais tantôt, il y a aussi les Indiens qui sont présents en Afrique. Depuis quand? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est ce qu'on va voir. Et nous savons tous qu'il y a une énorme communauté indienne en Afrique du Sud bien avant l'apartheid, il y en a pas mal. Et environ, on suit ça à 900 000 personnes qui se trouvent en Afrique du Sud seulement. Et les Indiens se retrouvent plus comme en Afrique du Sud dans la mesure où il y avait Mahatma Gandhi qui avait commencé sa révolution aussi pour l'accès à l'égalité des droits entre les Afrikaners et les Indiens sur place. Et on peut aussi retrouver les Indiens sur la côte de l'Afrique, comme au Kenya, où ils détiennent les 80% du commerce de détail, en Tanzanie, à la Zambie et au Mozambique. Et cette présence indienne en Afrique remonte avant le XVIe siècle avec le commerce des soies, tandis que les Chinois, eux, ils étaient en Afrique avant le XVe siècle. Donc il y a un siècle de différence entre ces deux pays-là avec leur présence en Afrique. L'Inde est la plus grande colonie à accéder à son indépendance de manière symbolique et qui inspira beaucoup des pays d'Africains comme le Sénégal. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, tous les mardis soirs, on regarde des films bollywoodiens comme les Amitabh Bachchan. Il y a pas mal de monde au Sénégal qui ne connaissent pas Amitabh Bachchan. Ce n'est pas africain si c'est pareil. Mais on adorait Nagin, des films indiens qui passaient de gauche à droite. Donc, la danse indienne, la culture indienne nous a pas mal inspirés. Et au-delà de cela aussi, il y avait la politique que Nehru avait menée depuis comme l'accession, qu'il a accédé au pouvoir. Et c'était, je me rappelle, après 47, 2 ans après, en 1948, il avait prononcé un discours aux Nations Unies qui favorisait la décolonisation des pays du tiers-monde. Et en 1955, la conférence de Bandung, c'est lui qui avait présidé ça, en ne voulant pas que les pays du tiers-monde se rallient avec les pays occidentaux, comme le bloc de l'Est, qu'on appelait le bloc capitaliste, ou le bloc de l'Ouest, qu'on appelait le bloc communiste. Il disait que les Africains, ou les pays du tiers-monde, on a notre problème à régler. On ne va pas se rallier ni à gauche ni à droite, on règle d'abord nos problèmes.
Et c'est ce discours qu'il avait tenu. Et après avoir tenu son discours, il y avait Eisenhower, qui était à l'époque président, qui traitait Nehru comme étant un schizophrène, atteint d'un complexe d'infériorité et animé d'un terrible ressentiment envers la domination des Blancs. Tout simplement vu qu'il n'a pas voulu se rallier avec le bloc capitaliste ni le bloc communiste. Et quel type de relation l'Inde entretient avec les pays d'Afrique? La relation entre l'Inde et les pays d'Afrique sont un peu différentes par rapport à celles que l'Afrique entretient avec la Chine. Même si l'Inde avait délaissé sa diaspora africaine, ne s'était pas tournée au nom de quoi? Au nom de la non-violence. Les Africains ont toujours admiré les Indiens, comme je le disais tantôt. On se focus pas mal sur leur politique, ça nous intéresse. Et l'Inde, mais la politique indienne, au début, comme c'était plus diplomatique, c'était plus amical. Mais quand l'Inde voit que son voisin, son rival, son ennemi, la Chine, est en train de se développer économiquement de manière très rapide, qu'est-ce que l'Inde va faire? Il va dire, ok, nous, on va faire comme nos voisins, on va suivre leur pas, même si c'est difficile, on va faire le tout pour exploiter le maximum de matières premières et de ressources naturelles pour pouvoir rattraper la Chine, qui est notre principal ennemi, en grosso modo. Et sa coopération avec les pays d'Afrique se reflète généralement, il met plus l'accent sur... la Chine met plus l'accent sur les accords bilatéraux, tandis que l'Inde met plus l'accent se rallie plus avec l'Union africaine, les grandes organisations, ou avec les communautés économiques régionales. L'Inde accorde donc plus d'importance aux entités régionales par rapport aux Chinois qui mettent l'accent sur les accords bilatéraux. Et en avril 2008, New Delhi avait organisé un forum Inde-Afrique sur son sol. Et en 2011, ils sont venus en Afrique, à Addis Abeba, pour continuer ce forum-là. Donc ça se fait tous les 3 ans. Et ça fait contrairement aux Chinois qui avaient, durant leur forum, invité plus d'une 50aine de chefs d'État, les Indiens n'ont invité que 14 chefs d'État plus 8 représentants. Donc c'était un peu moins grandiose, en grosso modo. Et la relation stratégique qu'ils entretiennent. La présence indienne en Afrique peut aussi s'expliquer de manière stratégique par 3 points. Si on le résume le tout, premièrement, New Delhi a besoin du soutien des pays d'Afrique dans le cadre de l'élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour ce faire, elle participe de plus en plus dans des missions de sécurité onusiennes pour le maintien de la paix en Afrique. Et j'ai appris récemment que les soldats indiens en Afrique sont 3 fois plus énormes, représentent les 3/4 de la présence des pays qui détiennent le droit de veto en Afrique. Donc, l'Inde a plus de soldats que les 5 pays permanents en Afrique. Et puis, l'Inde aussi a l'intérêt au lieu de se limiter seulement avec les pays anglophones, de s'ouvrir un peu vers les pays francophones, comme les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, Mali, Guinée, et ainsi de suite, en fait, d'avoir plus de soutien et de les traiter, de maintenir une relation égale à égale avec ces pays d'Afrique. Deuxième point, c'était où? Je me gourre un peu, ça ne sera pas long. OK. Et pour assurer le contrôle sur le littoral, qui est l'océan Indien, qui traverse l'Afrique, vu que les 90% de l'économie indienne passe par l'océan Indien à travers les 13 ponts qu'ils ont implantés. Et l'océan Indien demeure un facteur important pour l'économie indienne. Ils se chicanent pas mal avec les Chinois qui essaient de construire des colliers de perles pour contrecarrer le transport indien qui passe par l'océan Indien. Et en 3e point, on peut dire que pour permettre aussi ces entreprises de couler leurs produits, pour se faire, New Delhi réoriente sa coopération politique vers celle dite économique. Et d'ailleurs, ils ont mis en place le Team 9. Mon anglais n'est pas cool, ne rigolez pas du tout. Techno-Economic Approach for African Indian Movement. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Ça a été mis en place en 2004 et ça regroupe 8 pays dont l'Inde et les 7 pays, c'est les pays d'Afrique de l'Ouest et plus la Guinée équatoriale. Et comme le Team 9 a pour objectif de valoriser le développement économique des pays bénéficiaires par l'attribution des crédits tout en promouvant l'insertion de ces entreprises sur le marché africain. Ces crédits se font sous forme de matériel et de transfert de technologies dépendamment des Chinois. Ce que les Indiens font, ils vont instaurer une échange des connaissances entre les pays d'Afrique et eux-mêmes. Et d'ailleurs, même il y a les universités virtuelles, tu peux être en Afrique et apprendre de l'Inde. Donc, on appelle les universités en grosso modo. Les Indiens l'ont instauré dans les pays d'Afrique et les Chinois n'ont pas encore fait ça à date, mais ça viendra.
Et la coopération économique entre la Chine et l'Afrique, selon les statistiques du ministère indien du Commerce, les échanges commerciaux entre New Delhi et l'Afrique subsaharienne sont passés de 5,8 milliards de dollars entre 2003 et 2004 à 42,3 milliards de dollars entre 2005 et 2011. Et le ministère indien même du Commerce pense que le commerce indien d'ici 2015 va monter à 100 milliards de dollars. Donc ça commence tout le temps. Juste pour vous expliquer qu'au début, l'Inde ne voulait pas avoir de relations économiques avec les pays d'Afrique. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste les soutenir, les donner de l'argent ou bien des échanges diplomatiques, mais pas de relations économiques. Donc ça a commencé récemment avec l'évasion chinoise qui prenait de plus en plus place. Donc ils commencent aussi à changer leur politique à travers l'Afrique. Et ils s'intéressent plus sur comme les relations commerciales entre l'Inde et l'Afrique se font plus à travers l'accaparement des terres. En Afrique de l'Est, il y en a à gogo, c'est un fléau mondial actuellement, et l'exploitation des mines, la vente des produits pharmaceutiques et de la télécommunication. Contrairement à la Chine, ce sont des compagnies privées indiennes, il faut comme spécifier cela, vu que les Chinois, c'est le gouvernement qui finance les entreprises en place, alors que les Indiens, la plupart du temps, sont des entreprises privées qui vont venir investir. Donc il y a une différence entre les Chinois et les Indiens. Et je vais sauter un peu. En 2010, il y avait comme l'association des chambres du commerce et de l'industrie indienne qui avait déclaré que les gouvernements éthiopiens et soudanais seraient prêts à céder des baux gratuitement pour 100 ans. Juste pour montrer que la plupart des compagnies indiennes qui sont en Afrique de l'Est travaillent dans le cadre de l'agriculture, mais ce qu'ils font, c'est de cultiver des roses la plupart du temps dont les pays d'Afrique n'ont pas besoin. Ça veut dire que la Corne de l'Afrique a traversé en 2010 une crise alimentaire qui a engendré des milliers de morts. Et qu'est-ce que les Indiens font en place? Okay, on a vos terres, au lieu de cultiver le riz, le revendre localement et exporter le reste, mais ils vont cultiver des fleurs, des roses. En Afrique, quand on meurt de faim, on n'a pas besoin de roses, c'est sûr. Donc, bref, c'est des choses qu'on doit juste revoir. Et juste, étant donné qu'aussi l'Afrique maintient les 27% des terres cultivables, des terres arables, se trouvent en Afrique, et que la Chine et l'Inde, ils ont un grand problème pour subvenir aux besoins alimentaires de leur population et les loger aussi. Donc les terres arables indiennes et chinoises, on les transforme en buildings. C'est des immeubles qu'on voit, l'exploitation des buildings là-bas. Et les terres d'Afrique là, va leur permettre non seulement de cultiver et d'importer vers leur pays, et aussi de mettre leurs roses en grosso modo. Bref, et plusieurs entreprises indiennes, comme environ, à date, on dit qu'il y en a 80 entreprises en Afrique de l'Est, qui investissent dans le domaine de l'agriculture de différents pays d'Afrique. Et il y a une différence aussi entre la politique chinoise et la politique indienne, c'est que les Indiens, la plupart du temps, ils emploient de la main-d'œuvre locale. Ils créent de l'emploi, tandis que la plupart du temps, les Chinois, ils viennent avec leurs matériaux et leurs matières premières. Ils n'emploient pas la main-d'œuvre locale. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est à vérifier, mais c'est qu'on a notre stade de football Amitié à Dakar. Ça a été construit par des Chinois. Apparemment, du début jusqu'à la fin de la construction, il n'y avait aucun Sénégalais qui avait le droit d'y accéder. C'était les Chinois eux-mêmes qui étaient sur place avec leurs matériaux, leurs main-d'œuvre pour construire les stades. On l'a découvert juste après comme il n'y a pas de transfert de connaissances en grosso modo. Ce qui diffère ces deux types de politiques. Et on passe à notre étude de cas. On va commencer d'abord par le cas du Sénégal. Pourquoi j'ai mis l'accent sur le Sénégal? Je disais tantôt que c'est un pays qui n'a pas de matières premières ou de ressources naturelles, mais n'empêche que les Chinois et les Indiens sont sur place, ils sont là. Et le Sénégal, c'est un pays de à peu près de 14 millions d'habitants, pas plus. Et notre avantage, c'est quoi? C'est qu'on a accès à l'océan Atlantique. On a eu notre indépendance en 1960. Et on a pas mal de phosphates. On a à peu près 3 gisements, 3 gisements de phosphate. Et le taux de croissance de notre PIB est de 3,7 en 2012, donc toujours bas, et ça passe au cours de ces 10 dernières années. Et après 10 ans de rupture avec la Chine, la Sénégal n'a repris les relations que le 25 octobre 2005. Vu que la Chine ne voulait pas avoir de coopération économique avec un pays qui reconnaît le gouvernement taïwanais. Il fallait que tu rompes avec Taïwan pour pouvoir signer des accords économiques avec les Chinois. Et c'est ce que le président de la République à l'époque, Abdoulaye Wade, avait fait en 2005. Il a décidé de rompre avec le président taïwanais pour signer des accords avec le gouvernement chinois, vu que tous les pays d'Afrique ont tendance à tourner vers la Chine. Ils ont l'argent, ils sont prêts à investir la somme qu'il faut pour avoir accès à ce qu'ils veulent. Et la plupart du temps, vu qu'ils n'imposent pas le prix, contrairement à l'Occident qui, lui, va imposer le prix du marché. Eux, ils vont essayer de négocier. Et si l'Occident paye
si pour un montant, ils sont prêts à surpasser ce montant-là pour avoir accès à ce qu'ils veulent. Donc, ils se battent jusqu'au bout avec leur argent. Et au début, les relations entre le Sénégal et la Chine, les volumes d'échanges commerciaux étaient équivalents à 110 ou 112 millions d'euros, avec 11,8 millions d'euros d'exportation et 98,4, à peu près 95 millions d'euros d'importation. Actuellement, ça c'était en 2005, actuellement la Chine est présente dans l'exploitation aurifère des mines de Sabodala à l'est du Sénégal, où elle concurrence avec une compagnie canadienne d'uranium. Oh wow! Ok, je vais passer vite, ça me reste 5 minutes. La Chine importe puisque la Chine aussi, vu que le Sénégal n'a pas assez de matières premières, ils vont se diriger vers où? Vers l'agriculture, vers l'arachide, vu que depuis 1960, la Banque mondiale avait imposé les pays d'Afrique, dont le Sénégal, de faire la monoculture, de cultiver plus d'arachide, dont 60% de notre agriculture c'est de l'arachide, au détriment de la monoculture du riz, mil, maïs, et ainsi de suite. Donc la Chine importe jusqu'à à date 50 tonnes d'arachide. Je vais essayer de voir ce que je peux sauter pour arriver à la relation entre le Sénégal et l'Inde. Nos premiers contacts sont plus anciens par rapport à celles des Chinois, vu que ça a commencé depuis 1962. Donc, le seul pays francophone avec qui l'Inde avait des relations, c'était le Sénégal. Et ça a commencé en 1962, où il y avait eu le ministre culturel chinois, indien, qui était venu au Sénégal. Et en 1972, notre président de la République, Senghor, s'était rendu aussi en Inde. Et donc, les relations sino-indiennes ont débuté de manière diplomatique et démocratique avant de prendre une tournure économique. Les Indiens travaillent au Sénégal dans le minier, dans la chimie, des infrastructures ferroviaires, des compagnies pharmaceutiques, la télécommunication et l'agricole. Actuellement, la plus grande partie des moyens de transport du Sénégal, comme nos bus, les Tata, c'est une compagnie indienne qui l'a mise en place. Et en notre laps de temps, ils ont pu mettre en place au Sénégal une compagnie de montage des voitures, des autobus, tandis que l'Occident, les Européens, ils ont des voitures qui disent marque africaine, mais il n'y a pas du tout au Sénégal ou en Afrique, parce que je connais, il n'y a pas d'usine de montage, ou récemment je suis en au Maroc, mais il n'y a pas d'usine de montage de voitures occidentales, alors que les Indiens l'ont fait en un laps de temps. Et les investissements indiens sont plus favorables à la création d'emplois, comme je l'ai mentionné tantôt, contrairement à celles chinoises. Et dans les années 2000, l'Inde avait débloqué plus de 48 millions de dollars pour promouvoir le développement agricole du Sénégal, afin de doubler la production risicole, qui est l'aliment de base au Sénégal. Et ce que j'aimais dans ce point-là, c'est le fait que le Sénégal importe son riz de l'Inde, mais n'empêche que l'Inde aussi finance le Sénégal pour qu'il puisse atteindre son autosuffisance alimentaire en cultivant plus de riz. Benoît, je vais juste faire vite. Je vais essayer de sauter les étapes. C'est juste, genre les 30 pages, je saute. Ouais. Donc, les entreprises privées indiennes contrôlent les 85% de l'exploitation des gisements de phosphate au Sénégal, qu'on appelle ICS, Industrie chimique du Sénégal. C'est eux qui le contrôlent, mais il y en a pas mal de monde qui critique la façon dont on renumère les employés, ou bien la plupart des grandes décisions sont contrôlées par des Indiens elles-mêmes. Et en conclusion, la Chine est considérée comme étant le géant économique en Asie. Elle intensifie ses échanges commerciaux avec les États africains. D'ailleurs, elle est devenue la première partenaire commerciale des Africains, avec 200 milliards de dollars d'échanges économiques, loin devant l'Inde. Elle a aussi une très grande longueur d'avance vis-à-vis de l'Inde. C'est sûr que ça ne va pas être facile pour que l'Inde puisse rattraper la Chine en Afrique. Et il dépasse largement l'Union européenne et les pays européens de manière générale. Et ce fait engendre la jalousie occidentale, qui se dit juste qu'actuellement l'Afrique est en train de subir le néocolonialisme chinois. Et donc, moi, ce que je vais retenir dans le fond, je me dis que oui, comme le disaient les néo-réalistes, les États n'ont pas d'amis. Que ce soit les Chinois ou les Indiens, l'Afrique est en train de se faire exploiter, tout simplement. Et nos leaderships doivent revoir notre politique et ne pas accepter n'importe quel contrat. Même si un État vient avec son contrat, ce pays a le droit de revisiter le contrat avant de l'accepter. On n'est pas besoin, vu qu'actuellement, la chance qu'on a en Afrique maintenant, c'est qu'on est devenu un Eldorado du monde entier. Tout le monde se tourne vers l'Afrique. Le Brésil se tourne vers l'Afrique. La Chine, les Américains, la France, tout le monde est là-bas. Tout le monde va avoir des accords, va mettre la main sur nos matières premières, sur nos ressources naturelles. Donc, avant de signer ou d'accepter quelconque contrat avec quelconque pays, on peut faire le pour et le contre. Et donc, ne pas dire que oui, les Chinois payent plus que les Indiens.
on donne comme les accords ou les permis d'exploitation aux Chinois au détriment des Japonais. Juste, nos leaderships doivent revoir leur politique économique, leur gestion avant de faire quoi que ce soit. Et cette présence chinoise et indienne, pour moi, c'est de l'exploitation pure et dure. Vu qu'ils sont en Afrique, certes, hier, je regardais comme à la télévision, on me disait que depuis 10 ans, on a eu 6% de plus de PIB et que le niveau de vie des gens, de la population, a augmenté de 30%. Mais il peut s'augmenter, mais n'empêche qu'on on fait tout en face à des crises économiques, on fait tout en face à des comment ça s'appelle, des pénuries de nourriture, les crises alimentaires. Il y en a comme dans pas mal de pays. Niger qui a été victime 2 fois de suite de crises alimentaires, la Côte de l'Afrique, ainsi de suite. Donc on veut juste revoir nos politiques avant de faire quoi que ce soit. Et c'est à vous de comparer, selon de ce que je viens de dire, si les Chinois sont plus agressifs que les Indiens. Moi, mon point de vue, c'est qu'ils sont plus agressifs que les Indiens, mais les Indiens aussi sont en train de courir à force pour les rattraper. Pareil. Merci beaucoup et merci. Sedi bubu njankudo tubako jom ronage